En fait, le projet avait été si bien conçu dans les moindres détails par le meurtrier que les lettres que je reçus par la suite avaient déjà été tapées et que la machine à écrire qui avait été utilisée avait été envoyée à M. Cust, soi-disant pour qu'il s'en serve dans son travail. Les premières étapes du projet étant terminées, le meurtrier passa à l'action. Une liste de clients potentiels à Andover fut envoyée à M. Cust. On lui demandait aussi de s'y rendre le 21 août. M. Cust fit ce qu'on lui avait demandé. Et plus tard, ce 21 août, Mme Asher fut brutalement assassinée. Quelques jours plus tard, il reçut l'ordre d'aller à Bexhill-sur-Mer. Sur la liste des clients figurait le nom de Madame Barnard. Cela me plaise, mais je ne sais pas si ça va lui plaire. Vous allez me dire Mademoiselle s'ils sont Betty jolis. Barnard est étranglée avec sa propre ceinture sur la plage. À Charleston, Lady Clark vit Mademoiselle Gray parler à M. Cust. Et ce fut Sir Carmichael Clark qui mourut à son tour. Trois crimes. Et M. Cust était chaque fois présent sur les lieux du drame. Je me suis efforcé de répondre à cette simple question. Qui bono? Quel est celui ou celle qui pouvait tirer profit ne serait-ce que d'un de ces meurtres? Madame Asher n'avait pas d'argent. Donc, en ce qui vous concerne, mademoiselle Drawer, vous n'aviez rien à gagner au décès de votre tante. Mademoiselle Betty Barnard? Eh bien, elle n'était pas riche. Elle ne vivait certainement que grâce au maigre salaire qu'elle gagnait au pavillon de la Ware. Sir Carmichael Clark, maintenant. Si l'on en croit la presse qui est toujours bien informée, Sir Carmichael Clark était plusieurs fois millionnaire. Que voulez-vous insinuer? Les personnes ayant des crises d'épilepsie, mademoiselle Gray, ont quelquefois des blancs. Ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. Monsieur Cust souffre de cette maladie. C'est aussi quelqu'un de nerveux, de névrosé et d'extrêmement influençable. Le crime d'Andover n'a tout d'abord pas éveillé son attention. Le crime de Bexhill, là, il remarqua qu'il se trouvait dans cette ville quand il fut commis. Et ensuite, ce fut le crime de Charleston. Alors quand l'instruction lui est donnée de se rendre à Doncaster, comme il sait que le prochain meurtre de ABC va être commis dans cette ville, ses nerfs lâchent complètement. Il commence à s'imaginer que sa logeuse le regarde d'un air soupçonneux. Alors, il lui dit qu'il se rend à Cheltenham. C'est vous qui êtes juge, monsieur Cust. C'est là que le véritable assassin tire vraiment profit de sa parfaite connaissance de la personnalité de M. Cust. Malgré cette voix intérieure qui lui disait de ne pas aller à Doncaster, M. Cust y va quand même. Pourquoi est-ce qu'il y va? Parce qu'il juge que c'est son devoir. M. Cust va au cinéma. Quand la fin du film approche, il se prépare à partir et se lève. Mais pendant qu'il a le dos tourné, on tue d'un coup de couteau la 4e victime. Excusez-moi. En commettant ces 4 crimes différents, notre meurtrier espère nous cacher le seul meurtre qui ait eu un vrai motif. Le meurtre de votre frère, évidemment, Sir Carmichael Clark. Mais est-ce que vous connaissez ce meurtrier dont vous nous parlez? Alors, vous n'insinuez pas que c'est moi. Pour tuer cet homme, il m'aurait fallu être au cinéma. Et vous savez que j'étais sur le champ de course, avec vous. Mais oui, vous y étiez, monsieur Clark.
Le meurtrier n'a pas bougé du champ de course jusqu'à ce que les gens commencent à arriver. Il y eut bientôt tellement de monde que chacun disparaissait dans la foule. Le meurtrier en profita pour s'éclipser tranquillement. Dans la lettre que M. Cust a reçue venant de son soi-disant employeur, on lui indiquait dans quel hôtel il devait descendre. Il était donc très facile de le récupérer. Notre meurtrier suit M. Cust jusqu'au cinéma. Dans l'obscurité, il attend froidement le moment favorable. Quand, à la fin du film, M. Cust s'en va, il ne réalise pas que la personne qu'il croise dans l'allée lui glisse un couteau dans la poche. Ce que vous dites est insensé. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi insensé. Non, Monsieur Clark. Vous pensiez être en sécurité. Vous étiez presque sûr d'hériter la fortune de votre frère, tant que personne ne vous soupçonnait. Mais dès que vous avez été soupçonné, les preuves ont été faciles à trouver. Des preuves? Vous n'avez pas la moindre preuve. Quelle preuve? Vos empreintes, Monsieur Clark. On les a trouvées sur la machine à écrire qui a été envoyée à Monsieur Cust. Et sur cette machine, si vous étiez innocent, il n'y aurait pas vos empreintes. Vous n'êtes qu'un sale petit raté immonde. Vous ne m'aurez pas. Eh bien, c'est fini cette fois, je suppose. Je n'arrive pas à comprendre. Non, je n'arrive pas à comprendre. Il avait peur, mademoiselle Gray. Ce dont il avait peur avant tout, c'est qu'une fois que le cancer aurait tué Lady Clark, son frère Sir Carmichael aurait pu être assez épris de vous pour vous demander de l'épouser. Et là, ses espérances d'héritage auraient été perdues à tout jamais. Enfin, bref... En tuant son frère, M. Franklin Clark s'est assuré que quand le cancer en aurait terminé avec Lady Clark, la fortune familiale lui reviendrait. Monsieur Poirot, je comprends pourquoi il a écrit toutes ces lettres. Parce que sans elle, les crimes n'auraient eu aucun lien. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi elle vous était destinée. Et pourquoi pas à Scotland Yard. Parce que, mon ami, il est extrêmement difficile de faire qu'une lettre pour Scotland Yard arrive en retard. Même le plus borné des facteurs sait où il doit remettre cette lettre. C'était l'essence même du plan de M. Clark que la troisième lettre ne puisse arriver à temps. La police ne devait pas être mise au courant du seul et unique meurtre qui avait un motif tant qu'il n'aurait pas été commis. Hélas, cela n'avait aucun rapport avec ma brillante réputation. S'il m'a choisi, moi, c'est qu'il avait besoin d'une adresse privée. Ce sont les empreintes digitales relevées sur la machine qui ont servi de révélateur, bien sûr. Ah, les empreintes sur la machine, oui. Elles ont été utiles. Je ne les ai imaginées que pour vous faire plaisir, Hastings. Vous voulez dire qu'il n'y en avait pas? Pas le moins du monde, mon ami.
Mon Dieu. Le frère du millionnaire est accusé. Poirot triomphe encore. Cust est libéré. Si vous ne le voulez pas sur le buffet, alors où le voulez-vous? C'est le parfum qu'il dégage. Ça ne s'en va pas, au contraire. Oh, c'est encore trop tôt, Poirot. Je lui ai mis un petit peu d'eau de Cologne hier. Quelle sorte d'eau de Cologne? Eh bien, c'était celle... Oh, on a sonné. Bonjour, inspecteur Job. Hastings. Bonjour, Poirot. Je vous ai réservé une surprise. Ah, monsieur Cust. Je voulais venir vous dire ma reconnaissance, monsieur Poirot. Vous êtes un grand monsieur. Oui, il ne le sait que trop. Je suis touché de ce que vous me dites, monsieur Cust. Oh, merci. C'était la moindre des choses. Merci. Vous ne savez pas, un journal vient de m'offrir 100 livres. On m'a offert 100 livres pour que je raconte les aventures que je viens de vivre. Oh. N'acceptez pas, monsieur Cust. Il faut vous montrer ferme. Vous devez dire à ces gens que votre prix, c'est maintenant 500 livres. Vous croyez que je dois? Mais certainement, voyons, monsieur Cust. Vous êtes aujourd'hui l'homme le plus célèbre de toute l'Angleterre. Vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison. Oui. Je suis célèbre. Bien. Je vous avoue franchement que cet argent sera le bienvenu. Je prendrai quelques vacances et... Seigneur. Mais que c'est étonnant. Non, ça vous plaît? C'est une pure merveille. Je dois avouer que c'est moi qui l'ai tué. C'est vous? Oui, quand j'étais en Amérique du Sud. Oh, c'est une histoire que j'adorerais entendre. Ah oui? Mais qu'à cela ne tienne, asseyez-vous, monsieur Cust. Ça se passait quand j'étais au Venezuela. Nous étions à quelques miles en avant de la Urbana, qui, je dois dire, est un des endroits les plus chauds du monde. L'humidité y est absolument insupportable. Nous avions pataugé dans le marécage toute la journée, et bien sûr, j'étais épuisé, ça je vous le dis. Nous longions le fleuve lorsque tout à coup, le plus beau des paysages s'offrit à nous. Je contemplais cette merveille lorsque mon œil remarqua juste en dessous des rapides une embarcation conduite par un indigène qui était poursuivi par un animal.